Guy Corneau, quelqu'un, un espion, nous a dit que vous étiez vraiment un gars de party, un gars de fête, un gars qui est même le dernier à partir d'un party. Il n'a pas l'air de ça, hein? Non, vous avez l'air tellement sérieux, presque comme un moine bouddhiste, surtout là avec, encore plus, avec oui, les cheveux manquants. Quel genre de petit garçon vous étiez? Étiez-vous un petit garçon déjà qui se posait 300 millions de questions, qui passait son temps à chaler les adultes pour dire pourquoi ça? Au grand dam de ma mère, j'étais vraiment un petit garçon comme ça, effectivement, avec 300 000 questions, mais surtout un petit garçon qui apprenait vite. Et malheureusement, ma mère, qui était institutrice, m'avait fait l'école très jeune, à 4 ans. Je suis entré à l'école à 5 ans et demi, je savais quasiment lire puis écrire, ce qui n'avait aucun sens, parce que... Donc, c'était ennuyant. L'école devenait ennuyante. Alors, les enfants ennuyants, qu'est-ce qu'ils font? Sont mal commodes. Moi, j'étais tellement mal commode, là. En première année, la maîtresse m'avait assis à côté de son bureau, en avant de la classe, pour avoir le contrôle sur moi, parce que j'étais trop dérangeant. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça, que j'étais trop dérangeant. Puis, à un moment donné, j'ai compris que c'était plus payant de... Alors là, je suis devenu, d'être plus payant, d'être plus tranquille. Alors là, je suis devenu le dernier, en arrière de la classe, près de la fenêtre. Et là, je rêvais. Puis là, ma mère, elle disait, mais Guy, ça n'a pas de bon sens. Je disais, regarde, maman, il répète tout dans 3 semaines avant l'examen. De toute façon, ça fait que je vais écouter ces 3 semaines-là, c'est correct. Est-ce qu'adolescent, il y a eu une grosse crise, délinquance et tout, ou... Non, moi, la crise d'adolescence, c'était le théâtre, en fait, parce que c'était une découverte extraordinaire. Vers mes 11 ans, 12 ans, j'ai découvert le théâtre. Et pour moi, c'était la sensualité, l'expression. C'était extraordinaire. Mais moi, j'étais dans une talle aussi, là. C'était Pauline Lapointe, Louise Portal, c'était toute cette gang-là. C'était Anne Masson. C'était extraordinaire. En fait, j'ai vécu une adolescence fantastique à cause de ça. Mais c'était aussi la révolte, parce que j'étais vice-président d'un collège en pleine contestation. Et j'étais très intéressé par la politique. J'étais intéressé par le mouvement, par les choses qui bougeaient, par la conscience en mouvement. J'aimais bien ça. Mais tout est mélangé, là. C'était très extraordinaire. C'était la fin des années 60, cette espèce d'effervescence. Guy, donc, passionné de théâtre, mais à un moment donné, vous décidez de faire une psychanalyse. Et de là, vous faites des études à Zurich. Vous revenez psychanalyste officiellement. Oui. C'est tout un monde entre le théâtre et la psychanalyse, à part le fait qu'en théâtre, on peut décortiquer des personnages et l'âme humaine, mais il reste que quand même, c'est s'isoler. Oui, mais en fait, c'est bizarrement, c'est que j'ai vécu, on avait un groupe de théâtre à Sainte-Thérèse, à un moment donné, après mon université. J'ai fait mon université en communication à Loyola. Et c'est à l'intérieur de ça, on s'est mis à s'intéresser à Jung. Puis Germain Beauchamp, un de mes amis, s'intéressait beaucoup à Freud puis à Jung. Puis on s'était mis, et on faisait un théâtre qui était déjà très marqué bizarrement, par la psychanalyse, par le monde symbolique, par les rêves, par les grandes images. Et vraiment, bizarrement, en tout cas, mon intérêt pour la psychanalyse est né dans le théâtre même. Et j'avais connu un psychanalyste qui s'appelait Gustave Moff, et toute la troupe de théâtre était en psychanalyse chez le même psychanalyste qui a fini par nous donner des cours le soir. C'était incroyable. On est même avec lui qu'on a fondé le Cercle Jung de Montréal et tout ça. Et là, effectivement, je suis allé étudier en psychanalyse. Mon idée à l'époque était de... Je tenais beaucoup à notre théâtre, qui est un théâtre de création. Et je me disais... je voyais mes amis acteurs qui étaient obligés de faire de la publicité ou des choses comme ça. Je n'étais pas capable de me plier à ce genre de choses-là. Puis je me suis dit, non, moi, je vais me faire un métier où je peux gagner ma vie puis continuer mon théâtre de création. C'est toujours ça que j'ai eu dans la tête. Mais bien sûr, étant un être bouillant et passionné, même si ça n'a pas trop l'air, j'ai été aussi intéressé par la psychanalyse que je l'avais été par le théâtre, et ça a pris ma vie au complet. Absolument. Puis, vous avez fait beaucoup de consultations privées, etc. Oui, 12 ans vous aviez votre bureau. Oui, jusqu'au jour où vous avez écrit ce premier livre marquant pour vous comme pour les hommes qui l'ont lu, et les femmes aussi, Père manquant, fils manqué. Ça a fait de vous un conférencier. Vous avez fait des émissions de télé, vous en faites encore. Dans un sens, ça a été un retour à la scène. C'était un retour à la scène, et c'était un retour intéressant. Mon ami Louis Plamondon, qui est réalisateur de télévision, me disait toujours, t'es chanceux, t'es l'artiste le mieux payé en ville et t'as rien à transporter, t'arrives avec ta petite mallette puis t'es réglé ton affaire, tu sais. C'est que j'ai été privilégié à ce niveau-là. Effectivement, je suis promené dans beaucoup de pays parce que le livre était traduit dans une quinzaine de langues, donc j'ai été beaucoup invité. Et c'est une drôle de vie très privilégiée où les gens font le tapis rouge, ils t'attendent, ils s'intéressent à ce que tu dis. Et c'était une vie intéressante à ce niveau-là, très, très intéressante. Et bien sûr, plus tard, c'était la création, il y a 10-12 ans, de Cœur.com qui réunissait des artistes et des thérapeutes. Une équipe ici, au Québec, et une équipe en Europe. Ici, c'était Daniel Proulx, des artistes, Claude Lemieux, des artistes connus ici. Et c'était extraordinaire, ce cheminement-là. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Je suis resté proche de l'expression après ça. C'est-à-dire que je me disais, à un moment donné, il faut absolument que la compréhension psychologique soit liée à l'expression créatrice
Pourquoi? Parce que je me disais, se comprendre, c'est une chose, mais mettre en action ce qu'on comprend, aller vers le changement, c'en est une autre. Et je trouvais que les gens étaient souvent bloqués au niveau de l'expression. Absolument. Et puisque vous parlez de cœur, je me demandais, vous avez eu une vie amoureuse, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut utiliser le mot tumultueuse, mais enfin, bon, ça n'a pas été, vous n'êtes pas avec la même personne depuis 35 ans. Moi, j'aurais dit troublé. Oui, bon, troublé, allons-y vers troublé ou troublant. Où est-ce que vous en êtes à ce stade-ci de votre vie, avec ce que vous venez de vivre dans votre quête de l'harmonie amoureuse, de la vie à deux? Je dirais que l'amour a été pour moi quand même, effectivement, un moment, souvent des unions qui ont été troublantes, troublées, mais aussi très... qui ont amené beaucoup de questionnements, de recherches, et beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de paix, en fait. Les deux, en fait. Je pense que j'ai vécu les deux là-dedans. Et pour moi, je dois avouer que l'amour est toujours resté une grande, grande question dans ma vie. Alors là, j'étais en train de recommencer une union. Après, j'étais séparé de mon amie Marie-Ginette il y a 4 ans maintenant. Et c'était une union extraordinaire, mais avec tout ça, là, ses ombres et ses lumières. Et c'était une question pour moi parce que je me suis dit, c'est drôle, hein? Moi, j'ai une vie, on pourrait dire que j'ai une vie facile dans le fond. Mais on dirait que l'amour, c'est la chose qui a résisté le plus dans ma vie. Et je me dis, moi, c'est comme si je me disais, je suis venu sur la Terre, oui, je donnais beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais je me dis, je suis venu sur la Terre pour réaliser une seule chose, un grand amour qui touche aussi qui intègre aussi la création, puis la spiritualité, puis tout ça. C'est mon rêve, au fond. Et c'est ça que je désire pour moi dans ma vie. Et jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose d'un peu inatteignable parce que ça devient compliqué comme pour chacun, vous. j'ai vécu beaucoup d'étapes vers ça. Ouais. Je pense que à travers tous nos amours, on réalise des amours qui ont penché vers telle chose, puis tel amour réalise plus telle sorte de confort. Puis là, tu dis non, il y a quelque chose d'autre qui veut autre chose. Et maintenant, je sais ce que je désire dans une relation. Est-ce que ça existe dans une seule personne, d'après vous? Je pense pas que ça allait exister dans une seule personne. Je pense qu'on a acheminé ensemble vers quelque chose. C'est ça que je pense. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une partenaire qui se dit, moi, je suis d'accord pour ce genre de voyage-là. Et moi, je suis d'accord pour ça aussi. Mais je vois beaucoup une union où il y a un projet créateur, mais aussi qui peut nous amener à, bien sûr, mon intérêt pour les autres à travers peut-être des causes humanitaires, des choses comme ça. C'est des choses qui restent en moi et qui vont rester importantes. Et le théâtre que j'étais en train d'écrire, c'est un théâtre qui va vers l'enseignement aussi. J'ai besoin de ces choses-là. Guy, vous avez recommencé à écrire des pièces de théâtre. Il y en a une même qui va être jouée à Marseille, je crois, ou en France, oui, absolument. en janvier c'est 2008. C'est quand ça. même pas rien. Est-ce que votre théâtre est un théâtre heureux ou triste? C'est un théâtre, c'est comme les aventures amoureuses dont je parlais tantôt. C'est un théâtre qui tient compte, je pense, de ces réalités-là. Là, c'est une pièce sur le couple, ça s'appelle « Il et lui dans de beaux draps ». C'est ça qui est en train de jouer à Marseille. Bien. Et ça parle, effectivement, un couple qui s'oppose beaucoup, puis à un moment donné, il y a une rupture, puis il y a un temps de réflexion. Et dans ce temps de réflexion-là, chacun s'explore, chacun découvre ce qu'il y a en lui qui empêchait ce couple-là. Il y a des retrouvailles dans ce couple-là. Alors, et des beaux clins d'œil. Vos yeux brillent quand vous en parlez. Oui, c'est vraiment un bonheur pour vous. Hein? Ah, écoute, et ça n'a pas de sens parce que... Bon, d'abord, ça, c'est arrivé tout à fait par hasard. Hein. J'étais en pleine maladie. Moi, là, c'est ma dernière chimio. On est rendu au mois d'octobre. Je reçois un téléphone de Marseille. C'est un directeur de théâtre qui me dit, écoutez, on a lu dans Elle et lui, pas dans Elle et lui, dans L'amour en guerre, ils avaient 2 petits personnages de théâtre là-dedans. Elle et lui, ça vous tenterait pas de compléter votre pièce? J'ai dit oui, allons-y. Il dit, besoin de ça quand? Il dit, on aurait besoin de ça à fin novembre parce qu'on commence la répétition en décembre, puis ça va être à l'affiche en janvier, puis j'en revenais pas. Alors, j'ai écrit ça. Et écoute, en écrivant acte 1, scène 1, là, je me comprenais plus. Ma secrétaire a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je peux pas te l'expliquer, mais c'est magique. Là. J'ai écrit acte 1, scène 1, puis je me comprends plus. J'ai été 2-3 jours là-dedans. C'était de retrouver ça. De retrouver cette écriture-là. Cette vibration-là, on pourrait dire même vibration, dans votre tout à fait. langage. Vibration d'un élan de vie, un élan de vie extraordinaire. Là, tu te dis, oui, OK, là, je comprends pourquoi j'étais malade. J'étais tanné d'expliquer des choses, je pense. Là, je les explique autrement. Ils sont plus dans l'émotion, avec des personnages et tout ça. La musique, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux mettre là-dedans. C'est extraordinaire. C'est juste la palette s'est élargie. C'est la même affaire qu'une palette élargie. Dans votre dernier livre, Guy, Le meilleur de soi, vous dites que nos peurs nous empêchent souvent d'avancer, nous empêchent d'aller vers cet élan créateur. Quelle peur persiste en vous encore, refuse de vous quitter? Est-ce qu'il y en a? Oui, parce que c'est sûr que le théâtre, c'est bien différent que du métier de psychanalyste. Hein. Donc là, vous avez peur? Tu as des peurs de ridicule. Oui, tu as toutes sortes de choses comme ça. Tu as des peurs de ridicule, tu as des peurs de ne pas être bon, tu as toutes sortes de peurs comme ça. Et je pense qu'au fond, les peurs qui nous obligent à ne pas laisser de côté une identité où on est un petit peu fatigué, c'est des peurs de qu'est-ce que les autres vont dire. C'est toutes ces questions-là. Vous avez encore ça? Je l'ai moins, mais tu sais, c'est clair quand même que
c'est des vies où moi, je suis habitué à un certain niveau de reconnaissance. Hein, c'est ça. Puis là, tu te dis, je vais prendre le risque de tout, effectivement, de mettre ça de côté pour dire non, il faut que j'aille vers mon essence profonde. Et j'ai eu une petite pratique avec le cancer parce que le fait de perdre mes cheveux, ça, c'était une de mes grandes peurs dans ma vie. Je pense que j'avais plus peur de perdre mes cheveux que de mourir. C'est assez grave. Tellement de beaux cheveux, je peux comprendre. Oui. Et là... qui vont repousser, sont en train de repousser. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Mais j'ai fait un tour dans l'anonymat. Ça fait 8 mois que tu n'as pas de cheveux, mais j'étais assis à côté de mes amis au restaurant, ils ne me reconnaissent pas. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça m'a amené à me dire, regarde, Guy, je pense que j'ai toujours été assez franc avec moi-même. Je me suis dit, regarde, ça, tu te dois ça, là. Ça fait que, vas-y, laisse faire le reste. Qu'est-ce que ce dernier livre, Le meilleur de soi, vous a aidé à mieux comprendre de vous? Parce que vous dites, chaque livre m'a transformé. Chaque livre que j'ai écrit. Celui-là, il a transformé quoi? Parce que c'était avant la maladie, là, évidemment. Oui, absolument. Ouais. C'était terrible, d'ailleurs. Je trouvais que c'était une signature terrible de finir mon livre. Pendant un mois plus tard, j'étais malade du cancer. J'en revenais pas. C'était comme... ce livre-là, il m'a vraiment ramené à la créativité. Vraiment. C'est un livre qui m'a... Il y a une grande partie de ce livre-là qui est sur la créativité et la force, l'importance de la créativité dans une vie. Et... On ne parle pas nécessairement de peinture ou de musique ou rien, de simplement créer quelque chose qui nous allume. Là. C'est-à-dire, c'est quoi c'est ça, qu'est-ce qui te donne le goût de vivre, qu'est-ce qui t'allume, c'est construire des maisons, c'est faire de la cuisine, c'est faire de la cuisine, mais comment tu peux la faire de la façon qui est créatrice, que tu te dis, moi, quand je fais ça, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement vivant. Et là, moi, je me suis rendu compte de ça. Ce livre-là, c'était le passage de ça. C'était ça que j'avais à dire aux gens dans ce livre-là. Faites des choses qui vous allument. Et quand la vie est là, c'est que la vie est là. Il n'y a pas de questions à se poser. Et il faut aller au-delà de nos peurs. Mais bon, là, je donne un livre sur d'exercices pour faire ces choses-là. Alors, je les ai pratiquées. Vous avez déjà dit que vous étiez un impatient. Oui, c'est vrai, ça. J'ai parlé à quelqu'un de proche. Moi, je suis impatient. Je suis quelqu'un qui est impatient. Je suis impatient dans le trafic. Je suis impatient partout. Il y a la seule place que je suis patient, c'est... je suis patient quand j'écoute du monde parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime. Je suis patient quand j'écris, probablement, parce que je fais quelque chose que j'aime. Mais autrement, je suis quelqu'un qui... je voudrais que ça change plus vite. Je veux qu'on ait une humanité qui ait plus de bon sens plus rapidement que ça. Je trouve ça plate quand le Canada recule sur ses positions humanitaires, quand on... Je trouve ça n'a aucun bon sens. Je suis impatient par rapport à ces choses-là. Je me dis, coudonc, des êtres humains qui ont bien du bon sens, la plupart des gens ont des idéaux extrêmement élevés. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas, là, qu'on ne se fait pas une vie qui est plus humaine, qui est plus amoureuse, qui est plus respectueuse des êtres, qui est plus... est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tant d'argent, tant de performance, tant de choses comme ça? Est-ce qu'on... Je voudrais qu'on se fasse une vie qui est plus respectueuse des gens. Et c'est par rapport à des choses comme ça que je suis impatient. Êtes-vous même impatient envers vous-même? Oui, je suis impatient envers moi-même, c'est sûr. Oui, je suis impatient envers moi-même, mais ça, j'ai appris. J'ai appris à être meilleur envers moi. Ça, c'est une chose. J'ai appris à être bienveillant, je dirais, envers moi. J'ai appris à être bienveillant. Pas complaisant, mais bienveillant. À savoir que les choses ne changeaient pas toujours au rythme qu'on voulait. Et que c'est suffisait pas d'y penser. Il fallait que ça rentre dans le corps, il fallait que ça rentre dans le cœur. Mais j'ai appris aussi que très souvent... il y a des impatiences qui sont justifiées. Il y a des fois où on traîne de la patte dans nos peurs ou dans des choses comme ça, puis que c'était des choses à changer. On est déjà rendu à la fin, Guy Corneau. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en terminant? Je pense que vous pouvez me souhaiter une vie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de respect de soi. Et oui, c'est ça, je pense. La joie profonde de vivre, d'exister, pas une joie de même de réaliser des choses, une joie de juste d'être en vie et d'émaner de l'amour et de contentement d'être juste sur la terre et d'être heureux avec les gens, avec les êtres humains. Et de revenir sur scène comme comédien, peut-être? Ça, on verra. ou l'amour aussi, un amour bon et respectueux de la vie. On vous le souhaite très, très fort. Merci beaucoup de cette très belle générosité, Guy Corneau. Merci beaucoup.